Monsieur Charolois. Bonjour. Vous êtes vice-procureur à Bergerac. On va expliquer ces choses. C'est déjà un titre bizarre. Mais on vous remercie d'abord de venir à Canal Pourpre parce que d'abord vous avez accepté tout de suite, mais vos occupations sont telles qu'on a eu un peu de mal à arranger ce rendez-vous. On va peut-être être dérangé par votre téléphone parce que vous êtes de permanence justement. Donc on verra tout ça, mais on coupera, rassurez-vous, si on ne veut pas intervenir dans vos occupations. Alors, si vous êtes là pour nous, c'est parce que Canal Pourpre a beaucoup de rêves, et entre autres, ce rêve-là, ce serait de faire une série d'entrevues, d'entretiens, on ne sait pas trop selon quel mode d'ailleurs, mais avec des gens qui représentent l'État à Bergerac, qui sont l'intervention de l'État à Bergerac. Vous savez peut-être que, pour recommencer de manière très générale, l'État est contesté, j'allais dire, par la globalisation. Hein. C'est le marché qui semble gagner la partie contre l'État. Eh bien, ma foi, en France en tout cas, l'État semble demeurer encore, je ne sais pas pour combien de temps, ou bien s'il est vraiment menacé d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais en tout cas les services publics sont menacés, semble-t-il, et par le marché. Et il se trouve que la justice représente un service public quand même très important dans notre pays, et vous êtes le bras armé, si je peux dire, de cette justice sur notre terrain. On va aussi expliquer ça. Voilà, on vous remercie donc d'être venu parce que on espère que cette série continuera. On essayera d'avoir aussi, ma foi, les services publics de la santé, de l'éducation nationale, voilà, et puis donc de la justice avec vous. Voilà, ça vous va comme présentation? Ça me va très bien. Bon. Ça me va très, très bien. Alors, vous êtes vice-procureur, et je dis, donc c'est déjà un terme que peut-être il faut préciser. La justice dans notre pays, elle est comme ça pour les citoyens lambda comme moi, elle est un peu bizarre parce qu'il y en a deux. En fait, il y a la justice assise et la justice debout. Celle qu'on appelle assise, on dit le siège. Alors, on imagine les gens assis, les magistrats assis. Vous êtes assis là, et pourtant vous êtes la magistrature debout. Tout à fait. Vous êtes un parquetier, comme vous disiez à l'instant. Vous êtes sur le parquet, vous êtes debout, quoi. Et alors tout le monde a peut-être vu des images, je ne sais pas, à la télé, dans les films où on voit effectivement il y a des juges assis, puis il y a toujours un qui est debout et qui. Bon. Alors vous nous expliquez un peu cette distinction pour commencer. Alors je vous rassure, je travaille la plupart du temps assis. Hein. je ne suis debout qu'à l'audience, et encore que pendant mes réquisitions. Le reste du temps, je travaille assis. Alors peut-être un petit mot là-dessus, effectivement, sur la distinction magistrature assise et magistrature debout, effectivement, le parquet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux corps. On est issus du même corps. Avant d'être juge d'application des peines, avant d'être juge d'affaires familiales, avant d'être substitut du procureur ou procureur, on est magistrat. Vous êtes tous magistrats. On est tous magistrats, on sort tous de la même école, on a tous reçu la même formation, on a tous passé le même concours. Okay. Donc on a une formation identique. Et c'est en sortie d'école, après, quand on choisit son poste, que certains vont opter pour les enfants, les affaires familiales, l'application des peines, l'instruction, et d'autres iront au parquet. Précision importante, et ça aussi, ça peut être difficile à comprendre, à imaginer pour quelqu'un qui est extérieur à la profession, c'est qu'on passe très facilement de l'un à l'autre. On n'est pas juge des enfants à vie en France. On n'est pas substitut du procureur ou vice-procureur à vie. On n'est pas juge d'instruction à vie. On peut être juge des enfants pendant 3 ans, puis vice-procureur quelque part, puis vice-président instruction, puis partir dans une cour d'appel à nouveau parquet, etc. Alors moi, par exemple, pour vous relater mon parcours personnel, moi j'ai été juge des enfants pendant 8 ans dans le Cantal. Donc j'ai été côté siège, donc magistrature assise, dont vous parliez l'instant, et je suis arrivé au parquet en janvier 2011 à Bergerac. Donc ça fait maintenant 4 ans que j'occupe ce poste de vice-procureur ici en Dordogne, et peut-être que dans 3 ou 4 ans, je repartirai au siège. Voilà, on passe de l'un à l'autre très facilement. Donc c'est pas étanche, c'est pas étanche. Bien sûr, il n'y a pas d'étanchéité, mais est-ce qu'il y a tout de même un critère là qui vous paraît important? Je veux dire, quand vous étiez jeune sorti de l'école, est-ce que ce type de critère, c'est-à-dire est-ce que je vais plutôt être du côté du défenseur de la société ou du porte-parole de la société au sens de l'État, ou bien au contraire peut-être plus porte-parole de la société tout court cette fois-ci. Bien sûr, quand on sort de l'école de la magistrature, il y a 2 critères qui guident le choix des auditeurs de justice. Alors, les auditeurs de justice, ce sont les magistrats en formation, les bébés juges, si vous voulez, pour employer un terme simple. Il y a 2 critères. Premièrement, le critère fonctionnel. Deuxièmement, le critère géographique.
Le critère fonctionnel, c'est la personne qui dit « moi je veux à tout prix être juge d'instruction ». Peu importe que je sois nommé à Charleville-Mézières, à Strasbourg, à Dunkerque ou ailleurs, je veux être juge d'instruction. Okay. Et quel que soit mon rang de classement, je partirai à l'instruction. Alors attendez, est-ce que, parce que juge d'instruction, tout le monde connaît l'expression, mais en quoi est-ce que c'est un critère? Pourquoi est-ce que ce serait un critère? Parce que c'est une fonction comme celle des enfants. Chaque fonction a ses spécificités. Ouais. Et vous avez, pour des raisons de convenance personnelle, des gens qui seront plus attirés par une fonction que par une autre. Parce que c'est quand même une spécialité française, le juge d'instruction. Oui, tout à fait, c'est une spécialité française. Alors certains, en sortie d'école, veulent absolument faire ça, d'autres pas du tout. Et dans ce cas-là, la personne qui veut absolument être juge d'instruction, alors si elle est prête à faire des concessions sur la géographie, elle a des chances sérieuses d'avoir un poste juge d'instruction, mais ça sera peut-être effectivement dans un endroit qui lui plaira pas forcément. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir des gens qui ont cette espèce d'appétence pour le parquet en disant je me vois bien requérir à l'audience, représenter les intérêts de la société, diriger l'enquête, puisque ça c'est le rôle du procureur, on pourra le développer dans un instant si vous souhaitez. Oui. Et alors à ce moment-là, effectivement, le choix va se faire sur ce critère-là et la personne partira, peu importe l'endroit. L'autre critère de choix, le second critère, c'est le critère géographique. Et alors la personne dit, alors là, peu importe la fonction, je suis prêt à faire n'importe quoi, moi je veux bien aller au parquet, je veux bien aller faire de l'application des peines, ce que vous voulez, mais je veux un poste dans le sud-ouest de la France. Parce que ma famille est là, parce que pour des impératifs familiaux, etc. Et dans ce cas-là, la personne prend les postes qui sont disponibles dans le sud-ouest de la France. S'il y a 30 postes, c'est super, elle a beaucoup de choix. S'il y a un poste, elle prend celui qu'il y a. Et encore s'il n'a pas été pris par quelqu'un d'autre dans la promo. Voilà comment ça marche. Voilà. Donc en sortie d'école, on fait nos choix en fonction de ces deux critères-là. Et bien souvent, le choix du premier poste, c'est un choix de consensus entre justement la géographie et la fonction. D'accord. Alors peut-être avant d'en venir à la fonction propre du procureur. Du procureur, oui. Est-ce qu'on peut creuser, alors c'est peut-être un peu technique, mais bon, je parlais de la spécialité française du juge d'instruction, là. Oui. Pour le dire vite, je ne sais pas si ce sera assez clair, mais en gros, la France, on est plutôt, enfin le droit français, le droit romain, disons, est plutôt inquisiteur. Tout à fait. Oui. Et alors que le droit anglo-saxon est plutôt accusatoire. Tout le monde a vu ces films américains où on voit votre honneur, et puis il y a la défense et l'accusation. La partie de ping-pong entre défense et... alors que nous chapeautons, si on peut dire, cette bipartition par l'enquête, l'inquisition au sens de l'enquête. Et vous venez de dire justement que vous étiez chargé d'enquête. Alors, du coup, le juge d'instruction, à quelle distance par rapport au procureur? Alors, évidemment, on travaille ensemble. Oui. On travaille ensemble. Le juge d'instruction, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le juge d'instruction est saisi. Alors, j'ai pas de statistiques en tête et je ne veux pas vous donner de chiffres qui soient erronés, mais il y a moins de 5% des dossiers au pénal qui passent entre les mains du juge d'instruction. Oui. La quasi-totalité des dossiers au pénal sont traités directement par le procureur, qui renvoie devant le tribunal de police, devant le tribunal correctionnel. Vous balayez devant sa porte, en fait, voilà. Un petit peu. Quoi. Alors, qu'est-ce qui va chez le juge d'instruction? Donc, en nombre de dossiers, très peu. Mais ce sont les dossiers, souvent, les plus complexes. Les plus lourds. Les plus complexes. Ouais. Si on choisit d'ouvrir une information, et donc de passer la main, en quelque sorte, au juge d'instruction pour diriger l'enquête, puisque à partir du moment où un réquisitoire introductif est rédigé, le procureur, lui, passe la main au juge d'instruction et c'est lui qui devient le patron, entre guillemets, de l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on lui passe la main? C'est tout simplement parce que le juge d'instruction a des moyens d'investigation que nous, on n'a pas forcément, par exemple en matière d'écoute téléphonique. Ah, d'accord. Pour faire des écoutes téléphoniques. Alors, on va pas se lancer dans un cours de procédure pénale, le procureur peut en faire aussi, mais c'est sur une durée très limitée, dans des conditions très particulières. Le juge d'instruction a un pouvoir beaucoup plus large. Donc s'il y a des investigations approfondies à diligenter, on va plutôt saisir le juge d'instruction. Je vais vous prendre un petit exemple concret sur un dossier simple. Vous avez quelqu'un qui vient vous dénoncer des faits d'agression sexuelle, qui vient vous dire que son fils fait du foot dans un club local et que l'entraîneur local a la main baladeuse et tripote le gamin. Si le dossier vous semble simple, si vous faites faire un petit environnement par le service qui est saisi, la gendarmerie ou le commissariat, et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, a priori, d'autres victimes, vous allez faire entendre le prévenu, faire une expertise, vous allez faire votre enquête, le procureur va garder la main, et puis ça sera sûrement renvoyé directement devant le tribunal correctionnel pour que le prévenu soit jugé. Si à l'inverse, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il n'y a peut-être pas une victime, mais il y a peut-être 10, 15, 20, dans ce cas-là, vous allez dire, ok,
réquisitoire introductif, je passe la main au juge d'instruction, on ouvre une info, et le juge d'instruction va pouvoir investiguer, et sur commission rogatoire, identifier les 10, 15, 20 victimes potentielles de cette personne, et ça permettra également de poser un cadre, un contrôle judiciaire, avoir une détention provisoire. Voilà, donc le juge d'instruction a des moyens d'investigation qu'on n'a pas, donc pour des dossiers complexes, pour des dossiers qui nécessitent des investigations plus poussées, on passe la main au juge d'instruction. Mais on travaille évidemment ensemble, et quand le juge d'instruction est saisi, le procureur a toujours un droit de regard sur la procédure, on est saisi, donc nos réquisitions sont sollicitées pour les actes les plus importants, et on travaille vraiment en binôme. Vous avez plutôt intérêt, parce que s'il n'y a jamais une occasion de vous foutre sur la gueule, ça va être difficile. Enfin... C'est ça. Donc il vaut mieux travailler, et c'est le cas à Bergerac, on travaille en très bonne intelligence avec notre collègue juge d'instruction, ça se passe remarquablement bien. Voilà. C'est probablement par là aussi que se glissent quelques incertitudes. Enfin, on dit beaucoup que... D'ailleurs, j'ai vu que pour la session de rentrée, là, récemment, votre collègue procureur a dit qu'il faudrait peut-être faire évoluer la fonction du procureur. Vous savez qu'on lui reproche... enfin, en gros, à cette fonction, on lui reproche d'être, ma foi, j'allais dire, je sais pas, la serpillière du pouvoir. Enfin, vous voyez, hein, le truc où on dit, ben voilà, le politique tient en main la justice par là, même si on dit que vous n'êtes pas un pouvoir, vous êtes une autorité, la justice, etc. Il est clair que le procureur est dans une marge ou dans une zone qui peut être obscure, qui n'est pas toujours, mais qui... Vous êtes d'accord là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord, d'où l'intérêt effectivement de clarifier le statut. Même si en pratique, alors moi je suis vice-procureur à Bergerac depuis 4 ans, donc je ne suis pas passé dans un pôle antiterroriste, je ne suis pas passé dans un pôle économique et financier au parquet de Paris, hein. Mais j'ai jamais vu l'ombre d'une instruction dans un dossier, et j'ai jamais entendu parler... Une injonction, vous voulez dire, de l'État ou du pouvoir? Jamais. D'accord. Jamais. Jamais. D'accord. Et j'ai jamais entendu de collègues en parler. Voilà. Enfin, vous suivez les affaires aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais après, pour vous dire qu'il y a aussi une part, peut-être un peu de fantasme aussi, et voilà, on n'est pas non plus... non, bien sûr. Le procureur n'est pas dans son bureau à attendre les directives, la garde des Sceaux, ou voilà. Heureusement, ça serait beaucoup moins intéressant que ça l'est en réalité. Bon, d'accord, là, on vient de voir un petit peu votre environnement, votre contexte par rapport enfin à l'État lui-même. On pourrait aussi voir le contexte à partir du bas, c'est-à-dire vous êtes aussi réputé être le chef de la police. C'est ça, alors on dirige l'enquête, on dirige effectivement l'enquête, donc, alors, pas pour ce qui concerne la sécurité publique, puisque la sécurité publique, j'allais dire, c'est le préfet qui est compétent. S'il y a une manifestation, par exemple, qui est organisée, le procureur sera peut-être avisé, et puis a peut-être son mot à dire, notamment s'il y a des débordements, s'il y a des dégradations, s'il y a des outrages, là ça nous concerne. Mais la gestion proprement dite de la manifestation, on n'intervient pas. Ça concerne la préfecture, c'est le préfet qui a la main. En revanche, sur la police judiciaire, c'est effectivement le procureur qui dirige l'enquête, donc qui va donner concrètement des instructions aux différents OPJ, officiers de police judiciaire, de son ressort, avec lesquels il va travailler. Et là encore, on travaille main dans la main. On travaille ici, vous avez un tout petit secteur police sur Bergerac, vous avez un secteur gendarmerie très étendu, puisqu'on va de Villefranche-de-Longchat jusqu'à Carlus, à Lignac, là-bas, la compagnie de gendarmerie de Sarlat. Donc il y a un secteur qui est très très étendu. On travaille main dans la main avec nos enquêteurs, ça se passe bien, c'est aussi une relation de confiance qu'on instaure avec eux. Et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, on chapeaute l'enquête, on dirige l'enquête, voilà. À quelle occasion, à quel moment la police vous tient-elle au courant très précisément, enfin, parce qu'il y a sûrement des décisions qu'elle prend sans vous consulter parce qu'il faut aller vite ou je sais pas quoi dans l'urgence ou des trucs un peu embêtants, mais à quel moment ou à quelles conditions est-ce qu'on vous prévient? Alors, c'est une très bonne question que vous posez là. Aujourd'hui, avec la généralisation du TTR, du traitement en temps réel, on est informé de tout le temps, pour faire simple. Alors, qu'est-ce que le TTR? Le TTR, c'est simple. C'est la mise en place d'un lien téléphonique permanent, du 1er janvier au 31 décembre, le 15 août, le 25 décembre, tout le temps, de minuit à minuit, entre les enquêteurs et le procureur. Et les enquêteurs, donc via le téléphone, nous rendent compte de tout. Alors de tout, en tout cas de tout ce qui peut avoir une importance. Évidemment, si jamais il y a une obscure contravention de 4e classe, un stop grillé, ils ne vont pas nous appeler pour ça. Mais des violences conjugales, une conduite en état alcoolique, un conflit entre voisins, un vol dans une grande surface, le procureur est informé.
Le procureur est informé, on nous fait le point sur l'enquête, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a un suspect identifié ou pas, si oui, est-ce qu'il a été entendu, qu'est-ce qu'il dit, et le rôle du procureur, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, et quelle réponse pénale on apporte à cette situation, à la situation qui m'est soumise. Et vous avez dit que vous étiez 3 à Bergerac. Nous sommes 3 à Bergerac, c'est ça. Donc on est de permanence une semaine sur 3. Ah d'accord. Ah oui, c'est ça. Une semaine sur 3. Physiquement, on est de permanence une semaine sur 3. Et il vous arrive très souvent de devoir vous déplacer justement pour ce genre de choses. Il nous arrive de devoir nous déplacer. Alors le plus souvent c'est au tribunal, puisque les faits qui nécessitent le déplacement du procureur sur les lieux même sont quand même relativement rares. Ah bon. Ça pourrait être par exemple un meurtre, mais heureusement à Bergeracois on en parlait tout à l'heure, relativement peu. Ça peut être un accident de la circulation particulièrement grave, avec de nombreuses victimes ou des enfants victimes. Là le procureur va se déplacer. Dans l'immense majorité des cas on ne se déplace pas parce que ça ne nous intéresse pas, on aimerait tous les 3, on aimerait pouvoir se déplacer beaucoup plus, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et tant que si le procureur va à Sarlat, ou au fin fond de la campagne, là-bas à Carlu, ou je ne sais quoi, pour une affaire de violence, il n'est pas à l'audience, il n'est pas derrière son téléphone à orienter, il n'est pas en train de traiter les procédures qui sont transmises, et on ne peut pas à 3, pour un secteur comme Bergerac, et avec une activité comme celle qui est la nôtre en Bergeracois, on ne peut pas se déplacer énormément. D'accord, alors une incidente justement, j'ai lu, mais peut-être j'ai mal lu, mais il me semble que le nombre de magistrats en France est toujours le même depuis 1914. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors, j'y pense parce que vous dites on n'a pas le temps, mais alors c'est un scandale. C'est exact. Oui. Non, mais vous avez sûrement raison d'employer ce terme. C'est effectivement le même nombre, grosso modo. Grosso modo, à quelques centaines près, on est le même nombre qu'il y a un siècle. Voilà. C'est incroyable. Alors que le contentieux a explosé. Le contentieux a explosé, parce qu'aujourd'hui, la population aussi, puis aujourd'hui on dépose plainte, on judiciarise beaucoup. C'est vrai pour le pénal, mais c'est vrai aussi pour le civil. Aujourd'hui, il y a un recours au juge qui est beaucoup plus facile, et c'est vrai que le nombre de magistrats n'a pas augmenté. Résultat, engorgement des tribunaux, et puis des délais de traitement qui ne sont pas toujours satisfaisants, il faut le savoir. C'est pour ça qu'a été créé, il y a une quinzaine d'années maintenant à peu près, grosso modo quand j'ai commencé mes fonctions, un peu avant, a été créé le fameux TTR, puisqu'avant, les enquêteurs et le procureur, il n'y avait pas ce lien. Alors, il y avait toujours un lien de proximité quand même, mais les procédures transitaient par courrier. C'est-à-dire que l'enquêteur faisait son truc, sa petite enquête dans son coin, et il transmettait ses procès-verbaux au parquet, qui les étudiait, qui apportait une réponse, et ça fonctionnait par courrier, par soi transmis. Aujourd'hui, on a mis en place ce système, qui a un mérite, c'est la rapidité. Parce qu'effectivement, il y a une réactivité de la justice, on est tenu au courant immédiatement, et la réponse pénale elle est immédiate. Il y a une contrepartie, ça c'est un avis personnel, mais je vous le livre tel quel, c'est la qualité des procédures. Parce que forcément, quand vous prenez la décision par téléphone, vous êtes... la qualité de votre décision est limitée, d'une, par la qualité du compte-rendu qui vous est fait, de deux, par la qualité de votre écoute à ce moment-là. Alors, si vous avez 10 appels dans la journée, ça va. Si vous en avez 80, au 79e déjà, peut-être que vous commencez à être un peu moins attentif et un peu moins... Voilà. Donc, qualité de l'écoute. Et puis, un seul téléphone vous suffit ou il faut que vous en ayez 3? On en a un, on travaille avec un casque, enfin voilà, on a modernisé tout ça, mais il y en a effectivement un téléphone, et à tour de rôle, on est de permanence, donc une semaine sur 3, et on oriente les procédures. Est-ce que cette situation déplorable donc, de la population des magistrats, là, manifestement insuffisante en France, est à son pendant dans d'autres pays, je veux dire? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. On est un des plus mauvais là-dessus. Enfin, en tout cas au niveau européen, je pense qu'on est l'un des plus mauvais. La vache. Je pense. Alors actuellement, il y a des recrutements massifs au niveau de l'École nationale de la magistrature. Donc, il y a des promos importantes. Là, à nouveau, des promos à 250, 260 auditeurs. Alors, ça peut sembler rassurant. On va se dire, enfin, une bonne nouvelle. Sauf qu'il y a un mais. Ces arrivées massives compensent juste les départs à la retraite massifs des années 70. Évidemment. Il y a eu des grosses promos fin des années 60, début des années 70, des promos à 250, 260 auditeurs. Aujourd'hui, ces magistrats-là ont fait carrière. Aujourd'hui, ils arrivent à l'âge de la retraite, ils partent. Ils sont en train de partir là depuis jusqu'en 2020 à peu près. C'est juste pour remplacer. Donc au final, les arrivées massives vont juste compenser les départs massifs et on ne va pas créer de poste. C'est un peu ce qui s'est passé avec le numerus clausus des médecins dont on manque maintenant. C'est ça. Donc, pour parler de la situation locale, pour travailler dans de bonnes conditions et pour être, on va dire, confortable au parquet de Bergerac, il faudra qu'on soit 4.
On peut rêver, on sera jamais 4, enfin, je pense. Oui, Malheureusement, c'est ce que disait on sera votre collègue dans son discours de rentrée. Jamais 4. J'ai un rêve, disait. Mais bien sûr, 2 substituts, un vice-procureur, une procureure, ça serait génial. On aurait des réponses pénales beaucoup plus rapides, on aurait une organisation de service qui serait beaucoup plus souple. Là, à 3, on est vraiment à flux tendu. Et à 3, ça veut dire concrètement qu'il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans la machine, un collègue absent pour une raison X ou Y, une audience à la cour d'assises, par exemple à Périgueux, où l'un de nous est sollicité, et c'est tout le système qui se grippe complètement. Nous, on a vu un peu ça, puisqu'on n'arrivait pas à vous avoir. À fixer honnête, et j'ai malheureusement été obligé de reporter 3 fois le rendez-vous avec vous. Oui, bon, très bien. Juste encore un petit truc là-dessus. Les syndicats s'en occupent ou bien les élèves magistrats sont conscients de tout ça? Bien sûr, bien sûr. Donc vous pouvez vous pousser un peu par ce biais-là. Bien sûr. Vous faites ce que vous pouvez. On fait ce qu'on peut, mais on peut pas grand-chose. On peut pas grand-chose. Et alors, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours dans le discours de rentrée, effectivement, Madame le procureur a indiqué que ça serait bien. Elle l'a dit publiquement. Elle l'a dit devant le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux. Que ça serait bien. Mais voilà, on sait que dans les années qui viennent. Il y a une époque où il y a eu 4 parquetiers à Bergerac. Ça n'a duré que quelques mois. Mais on a connu une époque où on a eu, avant mon arrivée, donc moi j'ai pas connu cette époque-là, c'était en 2010, un procureur, un vice-procureur et 2 substituts. Ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Substitut et vice, c'est pas tout à fait pareil. Alors substitut et vice, c'est pas tout à fait pareil. C'est une différence de grade, c'est surtout une différence de salaire en fait, pour parler très clairement. De grade, de salaire. Voilà, c'est ça. Après dans les attributions, alors dans les grands tribunaux, un vice-procureur par exemple peut avoir une attribution de chef de service, diriger par exemple le service du TTR ou le règlement criminel. Voilà. Dans un petit tribunal comme Bergerac, il y a pas de différence, il n'y en a aucune. On a des attributions. Spécialisés chacun, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est plus un grade et ça a des conséquences, on va dire, sur le salaire. Très bien. On va passer à la situation locale. Alors, vous l'avez un peu abordé. Non, il n'y a pas beaucoup de meurtres. Inch'Allah, Dieu merci. Il y en a eu un récemment, malheureusement. Il y en a eu un il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, là. Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr. Bon. Alors, cette situation locale, je vais vraiment faire un bond dans le détail absolument infime et peut-être qui ne va pas vous paraître sympathique, mais il y a une petite affaire dont je me souviens, moi, où vous étiez impliqué. C'est la morsure d'une dame par un monsieur dans une assemblée politique. Un monsieur mort, une dame, enfin bon, on dit ça. Mais il se trouve que la dame en question était l'épouse du maire actuel, d'ailleurs, il n'était pas à l'époque. Tout à fait. Et je crois que vous avez condamné non pas le mordant, mais la mordue. Et donc... Ah non. Non, c'est l'inverse. On a bien condamné la mordante. Et le mordu était partie civile et est venu réclamer réparation à l'audience de police. Oui, mais la mordante donc disait que c'était pas tout à fait un hasard si elle avait mordu, c'est qu'elle avait été agressée. Et donc, alors moi je ne sais pas s'il y a un secret de la justice sans doute et un truc comme ça, mais c'est une histoire un peu cloche-merlesque. Hein, tout à fait, oui. Mais voilà. Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça, que vous ayez un mot à dire sur un truc qui est cloche-merle, enfin qui est. Mais on a toujours un mot à dire sur ce qui est cloche-merle, parce que c'est un peu notre quotidien malheureusement. Ah bon, c'est des affaires de ce type-là. C'est la plainte qui. Des affaires de ce type-là, on en traite. Oui, non, mais attendez. Au quotidien. C'est vous qui dites cette plainte-là, je vais pas la suivre quand même, non? Alors. C'est le parquet de l'époque, c'est pas moi personnellement, c'était moi qui étais à l'audience. C'est moi qui étais à l'audience effectivement de police ce jour-là. Le pouvoir des procureurs, c'est de dire je poursuis. Mais le parquet de Bergerac, effectivement, en opportunité, avait décidé de poursuivre. Ah bon. Ce qui m'a pas. Ça vous choque pas? Ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris à l'époque parce que ce type de dossier est de manière habituelle poursuivi devant le tribunal de police. C'est pas. Il n'y a pas eu un traitement particulier, ni de faveur ni de défaveur pour ce dossier-là. Ce type de fait qui avait contre une unité de 1 jour ou 2, je ne me rappelle plus très bien à l'époque, ça passe effectivement devant le tribunal de police. Et voilà, et la sanction qui a été prononcée. C'est parce qu'il y a eu une plainte avec dossier médical, c'est ça? Il y avait une plainte avec un certificat médical faisant état d'une petite incapacité d'1 jour ou 2 pour la victime, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et ça a été renvoyé devant le tribunal de police. Mais il n'y avait pas de particularité. Alors évidemment, certains diront, tu parles. Bien sûr qu'il y en avait une particularité. Il n'y en avait absolument aucune. Et le fait, parce que si vous voulez, c'est pas parce que vous êtes la femme d'un personnage public, politique, vous n'avez pas moins de droits que qui que ce soit, mais vous n'en avez pas plus non plus.
Vous n'en avez pas plus non plus. Donc voilà, le traitement qui a été réservé à cette procédure, c'est le traitement qui est réservé à toutes les procédures de ce type-là. Et d'ailleurs, la sanction prononcée, que j'ai déjà oubliée d'ailleurs, je crois que c'était une amende assortie du sursis, une amende tout à fait symbolique, c'est la sanction prononcée habituellement. J'étais au tribunal de police hier. J'étais au tribunal de police hier à Bergerac. On a eu des dossiers du même acabit avec des petites violences comme ça, des bagarres, etc. Et on a eu des sanctions exactement du même type. Il n'y avait aucun journaliste dans la salle pour en parler. Eh oui, bien sûr. Ben non, mais c'était juste cet exemple parce qu'il me semble ouvrir quand même quelque chose. Donc, je viens de le dire, vous avez la capacité de poursuivre. C'est ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. L'opportunité. C'est ça. C'est effectivement un pouvoir du procureur. Alors peut-être on pourrait insister là-dessus. À quel moment une poursuite est-elle opportune? À quel moment est-elle inopportune? C'est quand même un truc qui est de votre responsabilité. L'appréciation se fait in concreto, hein, c'est au cas par cas. Donc évidemment, je ne peux pas vous donner un canevas général en vous disant, tiens, dans tel cas on classe, dans tel cas on poursuit. C'est vraiment parce qu'on tient compte, bien évidemment, de la nature des faits, de leur gravité, de l'importance du préjudice. On tient compte aussi de la personnalité du prévenu. C'est cet ensemble de critères qui fait qu'on poursuivra ou pas. Mais ça, effectivement, vous mettez le doigt sur un pouvoir extrêmement important du procureur, parce que si au final, c'est pas le procureur qui prend la décision de condamner, si au final, c'est pas le procureur qui fixe la peine, c'est le procureur qui dit si ça commence, ça commence ou pas. Et si le procureur dit que ça commence pas, le juge du siège, il peut pas exercer son pouvoir sur quelque chose dont il n'est pas saisi. Donc le procureur, effectivement, en amont, a un pouvoir extrêmement important. Ce pouvoir-là. En admettant donc que vous ne poursuiviez pas, qu'est-ce que le justiciable peut faire pour lui réinsister en disant « moi je veux absolument qu'il y ait poursuite ». D'abord, il est rare, ça peut arriver, mais il est rare qu'il y ait ce qu'on appelle des classements secs. Un classement sec, c'est-à-dire une procédure qui part dans les archives directement, sans aucune suite. On veille toujours, et d'ailleurs c'est souvent un des critères pris en compte, à ce que le préjudice soit réparé, soit indemnisé, à ce que la victime soit dédommagée avant de classer un dossier. Donc, d'ailleurs, c'est l'une des alternatives aux poursuites qui s'offre au procureur qui peut dire, dans le cadre de ce qu'on appelle un classement sous condition, une composition pénale, ça fait partie de tout l'éventail, tout l'arsenal que le procureur a dans sa hotte, si je puis dire, vous avez un certain nombre, à l'auteur, vous avez un certain nombre d'obligations à respecter. Parmi celles-ci, l'obligation de réparer le préjudice. Vous devrez réparer le dommage causé à l'infraction. Si le préjudice est réparé intégralement et dans le délai imparti, moi je classe votre procédure. Et vous n'irez pas à l'audience. A l'inverse, si vous ne réparez pas ou si vous réparez mal, monsieur, vous serez poursuivi, vous irez à l'audience. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on s'arrange toujours, on veille toujours à ce que, quand on classe une procédure, au moins le préjudice... Vous vérifiez que la réparation a bien lieu... Et on s'assure, via les services d'enquête, généralement, à ce que la réparation soit effective. D'accord. Bon, parce que effectivement, ça, c'est un truc important. Bon, je ne sais pas si on va vous embêter longtemps avec cette histoire. Donc, à part ça, votre impression générale sur le local, votre impression globale sur le local, vous avez dit que c'était plutôt calme avec effectivement quelque chose de regrettable, mais vous avez d'autres expériences, d'autres régions, vous pouvez comparer, vous faites une idée comme ça de du Bergeracois. Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de spécificité locale. Hein. C'est un département dans lequel il fait bon travailler, mais je ne suis pas objectif, puisque je suis périgourdin, donc je ne suis pas très objectif quand je parle de ce beau département. Après, il n'y a pas une délinquance bergeracoise. On en parlait tout à l'heure, j'ai été en poste pendant quelques années dans le Cantal, puisque j'ai été 8 ans juge des enfants à Aurillac. La délinquance du Cantal, on la retrouve à peu près ici. On a les mêmes problématiques. Donc il n'y a pas de spécificité. Bien sûr, on a du contentieux rural, parce qu'on est dans un secteur rural. Donc on a des procédures de chasse, on a de la pêche, plus qu'à Paris ou dans un tribunal à Marseille où ils n'ont pas forcément ce type de contentieux-là. En tout cas, pas les mêmes proportions que nous. Mais sinon, voilà. Querelles de voisinage ne vous paraissent pas plus importantes ici qu'ailleurs? Non. Il n'y a pas de... Et Bergerac est globalement une ville sûre, dans laquelle il faut le rappeler, parce que trop souvent on entend dire il y a de l'insécurité, il y a toujours des gens qui sont mécontents, il y a toujours des gens qui râlent. Et puis après tout, quand vous avez une voiture dégradée, passez-moi l'expression, vous vous en foutez pas mal de savoir que celle du voisin n'a pas été abîmée. Donc quand votre voiture elle est abîmée, vous avez l'impression que c'est toutes les voitures de la ville qui ont été abîmées. Mais globalement, parce qu'il faut justement relativiser et prendre du recul par rapport à ça, on vit dans une ville calme, sûre. Alors, ma petite anecdote là, de tout à l'heure avait aussi
petite porte ouverte sur vos rapports avec les politiques, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'il y a, sur les politiques locaux, bien sûr. Les politiciens locaux. Ça se passe bien, il y a une bonne entente. Il y a ce qu'on appelle un CLSPD, donc un comité local pour la sécurité et la prévention de la délinquance, qui réunit le procureur et le maire. Il y a également les états-majors de sécurité au niveau du département, où le procureur se réunit avec le préfet, pour aborder, pour définir les grandes orientations, puisque c'est aussi un des pouvoirs du procureur, c'est définir la politique pénale sur un ressort donné. Par exemple, le procureur va dire, tiens, cette année, je trouve que les chiffres en matière d'accidents de la circulation sont particulièrement inquiétants, sont particulièrement mauvais, donc je voudrais que on mette l'accent cette année sur la route. Non, voilà. Je pensais à des choses beaucoup moins, moins indicible comme ça, c'est les affaires de corruption, hein, parce qu'on en parle un peu partout, de corruption politicienne, vous voyez, les trucs, ça pourrait vous arriver. Ça pourrait bien évidemment arriver. Oui. C'est aussi pour ça qu'il faut toujours rester un peu, voilà, garder aussi une neutralité par rapport aux politiques aussi, bien sûr. Mais globalement, non, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de... Quand vous êtes invité chez les Bergeracois, vous ne trouvez pas sous votre assiette la pile de contraventions à faire passer. Non, non, ça m'est jamais arrivé. Non, rassurez-vous. Il y a un copain procureur à qui c'était arrivé il y a longtemps de ça. Non, j'ai jamais eu ce plaisir. Une dernière petite chose, alors peut-être pour revenir à des choses sérieuses, c'est les prisons, c'est votre rapport avec l'incarcération. C'est un petit débat aujourd'hui. Il y a un monsieur qui est chargé de la liberté, de vérifier un peu la liberté dans le milieu carcéral, etc., qui s'appelait Delarue, je crois, qui vient d'être nommé aux écoutes, justement. Contrôleur général des prisons, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, hein? On dit, est-ce que la prison est une éducation, enfin, ou une rééducation, ou au contraire, est-ce que c'est l'école du crime? Enfin, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus par expérience, quoi? Oui, bien sûr. Alors déjà, avant de donner mon point de vue personnel, la tendance actuellement, les directives, c'est d'éviter au maximum l'incarcération, de multiplier donc les alternatives et de multiplier les aménagements. Vous en avez les moyens. Et on en a à peu près les moyens, à peu près. Alors, on travaille avec le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est chargé de nous faire des propositions. Ce qu'il faut savoir, et ça aussi, ça peut surprendre quand on ne le sait pas et quand on est extérieur à ce milieu-là, c'est que jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, le juge d'application des peines a des possibilités d'aménagement, ce qu'on appelle ab initio. Ça veut dire concrètement qu'une personne peut être condamnée, par exemple, à 18 mois de prison et ne jamais mettre un pied en détention. C'est ça. Ça surprend toujours beaucoup les gens qui viennent voir une audience correctionnelle. C'est une première fois. Voilà, qui se disent, tiens, lui, il a été condamné à 1 an, il part en détention tout de suite. Là, ils vont venir le chercher. Pas du tout, la personne ressort du tribunal libre, elle est convoquée 15 jours, 3 semaines après, plus tard, devant le juge d'application des peines. Et peut-être que cette personne, si elle a un travail, si elle a une situation familiale, personnelle qui le justifie, ne mettra jamais un pied en prison. Parce que peut-être que le juge d'application des peines lui accordera le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique, d'un bracelet, peut-être qu'il aura une semi-liberté, qu'il pourra continuer son travail, sortir la journée. Voilà, donc, et on essaye, il y a un service d'application des peines qui fonctionne bien à Bergerac, il faut le dire, quand ça marche bien, il faut le dire. On a un service d'application des peines qui fonctionne particulièrement bien, et on essaie de mettre en œuvre un maximum d'alternatives aux poursuites. D'accord. Et de manière générale, vous évitez donc l'incarcération, mais des fois, vous ne pouvez pas l'éviter. Et des fois, on ne peut pas faire autrement. Et alors, cette histoire d'école du crime ou de prison réparation, ça vous paraît... Non, alors, moi, c'est en 4 ans de parquet et en bientôt 15 ans de magistrature, j'ai tout vu. J'ai vu des gens pour lesquels, effectivement, le passage en détention avait été plus destructeur que bénéfique. L'état des prisons sur le Bien sûr. D'ailleurs, tous les magistrats de France font un stage en prison. Maison d'arrêt ou... Alors ça dépend, moi j'ai fait mon stage au centre de détention de Neuvic. Donc ça peut être un centre de détention, ça peut être une maison d'arrêt, ça peut même être une maison centrale. Donc tous les auditeurs de justice passent... Voilà, Mozac c'est un centre de détention, c'est pas une centrale. C'est un centre de détention comme Neuvic. En Dordogne, vous avez 2 centres de détention, Neuvic et Mozac, et vous avez une maison d'arrêt, c'est Périgueux. D'accord. On dit beaucoup de mal des maisons d'arrêt quand même.
Oui, parce que souvent elles sont surpeuplées. Voilà, Enfin, souvent c'est des conditions qui sont effectivement un petit peu compliquées. Normalement, la maison d'arrêt c'était là où on incarcérait les gens qui n'étaient pas encore jugés, détention provisoire. Et en fait, aujourd'hui, on a mis tous les gens qui purgent des peines relativement courtes. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'y retrouve au final. Et dans les maisons d'arrêt, elles sont souvent surpeuplées. À l'inverse, j'ai vu des gens pour lesquels le passage en détention, ça avait été l'électrochoc qui avait permis de se ressaisir, et des gens qui, après avoir connu la prison pendant quelques mois, sortaient de là, avaient engagé une formation, parce qu'il y a aussi un suivi en prison, hein, c'est pas non plus, c'est pas une machine à désocialiser. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des éducateurs, il y a des enseignants, il y a des psychologues, et ça avait été l'occasion pour ces gens-là d'amorcer un travail sur eux-mêmes, sur leur insertion, sur leur vie de famille, et de mettre le pied à l'étrier. D'accord. Oui, j'avais donc une question à vous poser concernant les réquisitoires. Oui. Alors, ça m'a toujours, je m'interrogeais toujours sur la façon dont les procureurs menaient leur réquisitoire et surtout les propositions de peine. Oui. Bon, on sait qu'il y a les codes, hein, donc il y a la jurisprudence qui permet d'établir quelque chose. Mes premières questions, est-ce que vous avez une image d'un procureur plutôt sévère dans votre réquisitoire, et comment, quand vous menez votre réquisitoire et vous faites vos propositions de peine, quel est l'étalon que vous avez pour faire ces propositions de peine? Alors, c'est simple, moi je me mets à la place du prévenu. Le bon réquisitoire, c'est celui qui est compris par le prévenu, c'est aussi celui qui est compris par la partie civile, par la victime. Si la proposition de peine que l'on fait est comprise par l'un et par l'autre, on a atteint son objectif. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais l'image du procureur extrêmement sévère, pas forcément sympathique, qui était là pour enfoncer la personne, sans chercher à comprendre. C'est pas ça du tout. Au contraire, le procureur, il est magistrat, hein, donc il est censé requérir les peines qu'il prononcerait s'il était au siège. Donc moi, je suis pas là particulièrement pour enfoncer des gens, je suis pas là pour qu'ils sortent en pleurant de la salle. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que le tribunal, au final, prononce une sanction qui soit juste, une sanction qui soit adaptée, une sanction qui soit comprise par les uns et par les autres. C'est notamment ce que je m'efforce d'expliquer aux assises, où là on a un rôle particulier, puisqu'on s'adresse non pas à des magistrats professionnels, mais à des magistrats d'un jour, à des jurés, et qui n'ont pas de barème en tête, qui arrivent comme ça, qui sortent de la vie civile. Et il faut essayer de leur faire comprendre que la peine qui va être prononcée, c'est un message. Que ce message, il s'adresse à l'accusé, qui s'adresse à la partie civile, à la victime, et qui s'adresse à la société. Il s'adresse à 3 personnes. Et pour que le message soit bon, il faut qu'il soit compris par tous. S'il n'est pas compris par l'une des parties, a fortiori s'il est compris par aucune, c'est que quelque part on s'est trompé et que la peine n'est pas adaptée. Alors ça, c'est pas facile. Il y a un peu l'expérience qui joue. Et puis il y a aussi le retour qu'on peut avoir, par exemple, de ce qu'on appelle l'audience de plaidé coupable. L'audience de plaidé coupable, c'est une audience dans laquelle les gens qui reconnaissent leur culpabilité viennent négocier directement la peine avec le procureur. Et s'ils acceptent la proposition qu'il leur est faite, au terme de cette négociation avec le procureur, la peine est homologuée, elle est validée par un magistrat du siège, et elle devient exécutoire. Et à force d'avoir fait des CRPC, à force d'avoir négocié des peines avec des dizaines et des dizaines de personnes, on finit un peu par savoir, dans tel type de situation, quelle sanction va être acceptée ou pas. On sait, par exemple, c'est un exemple, que sur une conduite à état alcoolique, une suspension du permis de conduire, c'est beaucoup plus sévère qu'une amende. Ça met les gens beaucoup plus en difficulté. Et souvent, les gens vont dire, moi, je préfère payer 100 € ou 150 € d'amende de plus qu'avoir un mois de suspension supplémentaire. Parce que le mois de suspension, je ne paie pas mon boulot. Voilà ce que vous disent les gens. Donc, au final, on entend aussi les explications données par les gens, et on arrive à s'adapter. Alors, ça implique aussi que les gens soient présents à l'audience. Forcément, celui qui ne vient pas... D'accord, on sent qu'évidemment, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de justice. Vous pensez qu'il y a une justice, ça c'est sûr. Alors, j'ai pas dit qu'elle était parfaite et qu'elle ne se trompait pas. Mais voilà. Dites-moi, il y a aussi un truc un peu général là qu'on dit de nos jours, c'est que la justice serait devenue beaucoup... comment dire, pathocentré, c'est-à-dire, vous avez prononcé d'ailleurs le mot de victime plusieurs fois, et il semble que la victime, je pense aux thèses de Denis Salas, par exemple, un collègue à vous, où il dit, voilà, on est dans l'ère de la victimisation, et c'est très difficile de faire justice dans ce monde où la moindre incartade va passer pour une tyrannie absolue contre les victimes. Enfin, vous connaissez cette affaire, comment vous faites pour éviter ça, si je peux dire, enfin, pour éviter d'être omnubilé, c'est ça, par le sort de la victime.
Tout simplement en essayant d'ordonner à chaque dossier l'importance qui est la sienne, en essayant de remettre chacun à sa place dans le dispositif. La victime a un rôle, a une place importante, bien sûr, mais on n'est pas là non plus que pour la victime. On n'est pas là non plus que pour elle. On est là aussi pour un prévenu, on est là aussi parce que la société nous demande de rendre une décision et d'éviter que certains comportements se reproduisent, voilà, et appelle une réponse. Il faut que chacun soit conscient et respectueux du rôle de la place des autres. Voilà. Et je donne pas plus d'importance à la victime que ça. Voilà. Je retiens votre définition de la justice qui me paraît en effet pas mal. Enfin, en tout cas pour commencer, c'est juste ce qui est compris par tout le monde. C'est ça. C'est pas mal ça. Seulement, c'est dur, hein, ça. Je pense à mes chers voisins qui ont eu affaire à la justice et qui ils disent. Ah bah de toute façon, non mais rares sont les gens qui sortent d'un tribunal contents. Déjà, quand ils rentrent, ils sont rarement contents. Alors que ce soit, alors au pénal, souvent c'est pas très bon signe quand on y va. Et au civil, il y en a forcément un des deux qui sort déçu, parce qu'il y en a toujours un des deux qui a pas gain de cause. Donc voilà, c'est rare qu'on sorte. D'accord. Merci beaucoup, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Vous vouliez vous-même poser une question peut-être? Non, merci, j'espère simplement que j'ai à peu près répondu à vos interrogations. C'était intéressant, voilà. Mais on espère vous revoir avec d'autres sujets peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation.